Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le directeur général délégué de la Société publique locale Territoire 25, un aménageur constructeur public implanté dans le territoire du Doubs. Bonjour Bernard Blétan. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir car l'aménageur est un acteur clé de la fabrique urbaine. Alors avec vous, on va tenter de comprendre si le principe de sobriété des ressources, et donc notamment celle du sol, transforme le modèle de l'aménagement. Est-ce que ça transforme le modèle de l'aménagement et si oui, comment? Est-ce qu'en 2023, après la loi climat et résilience et le sulfurosane dont on parle abondamment dans ce podcast, l'acte d'aménager devient plus difficile qu'il y a 20 ans par exemple? Est-ce que la sobriété foncière, ça change quelque chose pour l'urbanisme opérationnel? Est-ce que ça génère des opportunités aussi? C'est toutes ces questions qu'on va voir avec vous. Mais d'abord, peut-être je vous laisse vous présenter, Monsieur Blétan, et présenter la SPL Territoire 25 ainsi que la grappe CEDIA. Très bien. Je suis directeur général délégué de Territoire 25, qui est la société publique locale qui a été créée en 2011 sur le département du Doubs à l'initiative de plusieurs collectivités, celle de Besançon, celle de Montbéliard et celle du département du Doubs. Donc déjà à l'époque, on a fédéré des intentions qui étaient plutôt autarciques, chacun voulant développer son propre outil, et on s'est dit on le développe sur une échelle départementale. Donc c'est une société qui a une dizaine d'années et qui vient finalement s'intégrer dans un schéma plus large d'un réseau d'EPL, on appelle ça une grappe d'EPL, d'entreprises publiques locales, qui est fédérée par CEDIA, qui est la société d'économie mixte historique, puisqu'elle date des années après-guerre, de la reconstruction 1955. On a fêté les 60 ans il y a pas très longtemps, donc c'était un peu avant d'ailleurs. Le principe a été de créer des outils, et la Territoire 25 en fait partie, maîtrisés par les élus, chacun étant indépendant, ayant son capital, ses actionnaires, ses actions propres, son pouvoir de décision autonome, mais venant s'alimenter sur des ressources partagées à une échelle plus large, à l'échelle justement de la SEM-CEDIA qui compte une centaine de collaborateurs. Voilà. Alors peut-être deux mots sur le schéma urbain et géographique finalement dans lequel on évolue, puisqu'il explique pas mal de choses. On intervient sur la Franche-Comté et donc désormais sur 3 départements, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura, ce qui est une échelle relativement importante, mais qui permet justement une mutualisation de moyens sur des territoires qui sont pas forcément très actifs et qui sont assez divers. Et justement, le principe de CEDIA, c'est d'offrir un réseau de compétences, de ressources à disposition de plusieurs sociétés qui, elles, étant maîtrisées par les élus, ont un périmètre géographique assez restreint. Nécessairement, c'est plus facile d'avoir un pouvoir de décision sur un périmètre restreint. Donc ce sont soit des sociétés publiques locales, il y en a une en gros par département, on en a constitué une en Haute-Saône, qui s'appelle Territoire 70, une dans le Jura qui s'appelle Grandol Développement, mais qui est en train de s'agrandir auprès des EPCI du Jura. Donc 3 sociétés publiques locales, du côté versant public, on va dire, et de l'autre côté, versant plus privé. On a constitué là aussi 3 SEM patrimoniales qui portent de l'immobilier d'entreprise et qui répondent d'ailleurs à une carence de l'initiative privée, parce qu'on voit qu'il y a peu d'opérateurs privés sur nos territoires. Donc l'économie mixte est venue combler les failles du marché, quelque part, et remplir des espaces laissés vides à proximité immédiate des collectivités, c'est le cas des sociétés publiques locales, et un peu plus loin pour la SEM, CEDIA, et pour les SEM patrimoniales qui ont d'ailleurs largement essaimé des filiales chacune à leur tour. Voilà. D'accord, donc CEDIA, c'est la société historique qui agit comme un support pour les autres entreprises, les entreprises publiques et les entreprises privées. On a les 2 catégories sur
tous les métiers. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu les métiers sur lesquels vous travaillez? Oui, alors c'est très juste. C'est effectivement, on a à la fois une diversification géographique à travers ces outils, mais aussi une diversification métier. Et on s'est aperçu que, alors ça va rejoindre d'ailleurs la question du ZAN, hein, c'est que se contenter d'une position d'aménageur était insuffisant, que encore une fois les failles du marché étaient bien plus profondes que ça, et que si on n'offrait pas de solution à l'immobilier d'entreprise, personne ne le ferait. Et donc nos métiers sont effectivement assez larges. Le premier métier, c'est l'ingénierie, et là on est au contact direct des collectivités, c'est le métier des sociétés publiques locales de Territoire 25. Donc là, on est vraiment à l'émergence des projets, à la programmation, à la recherche de montage, à l'équilibre, la recherche d'un équilibre financier des opérations initiées par les collectivités. Et puis derrière le pilotage des projets, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est le premier métier, l'ingénierie au sens large. Le deuxième métier, qui reste le métier historique, c'est l'aménagement. On reste quand même avant tout des aménageurs, même si j'y reviendrai tout à l'heure, le métier d'aménageur évolue. On a aussi un métier de constructeur. Et là, alors au départ, historiquement, on a toujours fait de la construction publique pour les lycées et les collèges en maîtrise d'ouvrage déléguée. De plus en plus, on fait de la construction à risque, ce qu'on appelle à risque. Donc c'est de la promotion immobilière, ou plutôt de la copromotion, parce qu'on vient initier des opérations qui ne se feraient pas si on n'ouvrait pas des sociétés avec des promoteurs qu'on vient finalement rassurer à travers notre caution publique. Donc de la construction publique et privée, et puis donc de l'immobilier d'entreprise, et qui veut dire immobilier d'entreprise dit gestion immobilière, et on porte à travers nos 3 SEM patrimoniales 350 000 mètres carrés de locaux, alors qui sont des bureaux, des locaux industriels, des commerces, parfois des locaux d'ailleurs touristiques ou culturels, des locaux de toute nature. Donc on est aussi gestionnaire. Voilà, donc on s'intéresse depuis l'amont des opérations jusqu'à la gestion immobilière des opérations qu'on a très souvent construites. Voilà, donc un métier effectivement très très large. Oui, sur toute la chaîne en fait. Oui. Et Territoire 25, plus précisément, votre métier? Alors Territoire 25 est en amont de la chaîne. C'est une société publique locale, donc par définition, elle ne peut bosser que pour ses actionnaires. Par contre, elle peut le faire de gré à gré. Donc, on est saisi de plus en plus, c'est très rapidement. Elle est née il y a 10 ans. Le chiffre d'affaires est passé de 200 000 euros en 2012 à 1,6 million en 2024. Donc, on voit bien qu'on gagne 10-20% tous les ans. Donc, le métier, c'est encore une fois... Vous pouvez préciser vos actionnaires, justement? Oui, alors c'est très juste. On a 3 gros actionnaires. Hein. C'est la ville et l'agglomération de Besançon, la ville de Montbéliard et l'agglomération du Pays de Montbéliard, PMA. Et puis le département du Doubs. Au départ, ils étaient à équilibre, un tiers. Et puis petit à petit, on a des villes petites et moyennes qui sont rentrées, interpellées par l'outil. Et donc on a beaucoup de collectivités du Haut-Doubs qui sont rentrées assez rapidement, Pontarlier, Morteau, Val-d'Aon, je ne sais pas si ça vous parle, mais et puis toutes les villes des agglomérations, Valentigney, Audincourt autour de Montbéliard, Saint-Vite, Saône, etc. autour de Besançon. Donc petit à petit, on a agrégé l'essentiel des collectivités grandes et moyennes, parfois petites, qui avaient un projet et qui sont rentrées soit en achetant une action auprès de la collectivité support, soit en participant à l'occasion des augmentations de capital qu'on a organisées au fur et à mesure. Voilà, donc les métiers, ingénierie et aménagement pour l'essentiel, c'est-à-dire toutes les opérations complexes qui sont difficiles à mettre dans une consultation où effectivement on doit compartimenter le métier et l'intervention. Voilà, donc Territoire 25 est vraiment en amont, accolé aux collectivités, qui d'ailleurs bénéficient d'un contrôle analogue à celui qu'elles exerceraient sur leurs propres services. Voilà, donc c'est vraiment une position au contact des collectivités. D'ailleurs, c'est la position la plus rafraîchissante et la plus intéressante. C'est celle qui nous permet d'initier des opérations derrière, parce que justement, on est à l'origine des projets et les Vous êtes dans la stratégie. On est dans la stratégie. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, votre périmètre, c'est le Doubs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension sur les enjeux territoriaux du Doubs, en termes de démographie, en termes de logement, en termes d'activité économique? Est-ce que c'est un territoire dynamique, plutôt en déclin? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous... Alors c'est un territoire entre deux. La région Bourgogne-Franche-Comté n'est pas une des régions les plus dynamiques, ni en termes d'activité, ni en termes de croissance de population. On est plutôt d'ailleurs en diminution de population. Alors cela dit, il y a à l'intérieur de la Bourgogne-Franche-Comté, il y a des départements qui perdent beaucoup et vite, Lyon, la Nièvre. Mais par contre, il y a des départements qui se maintiennent plutôt bien.
Et le Doubs en fait partie. Doubs, Côte-d'Or et Saône-et-Loire. En gros, c'est les 3 départements qui portent la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc le Doubs a une population qui croît légèrement, pas énormément, mais qui croît légèrement, et essentiellement sur deux bassins. Le bassin bisontin, Grand Bisontin, qui croît légèrement, et puis le Haut-Doubs, qui bénéficie de l'attraction de la Suisse et d'une activité frontalière importante. Voilà, donc une croissance de la population qui demeure, mais par contre très disparate, puisque si les 2 territoires que j'ai cités augmentent leur population, d'autres diminuent, notamment le pays de Montbéliard, qui est plutôt en décroissance de population, et puis tous les sites intermédiaires qui sont très ruraux. On a beaucoup de sites ruraux dont la population décroît. Donc voilà sur la question de la population. Sur la question de l'activité, on conserve en Bourgogne-Franche-Comté et spécifiquement en Franche-Comté une activité industrielle très très forte. Et là, pour le coup, c'est le domaine du pays de Montbéliard, qui a une tradition automobile très forte et qui demeure très très dynamique en matière d'automobile, y compris sur les développements qui se font sur l'automobile, c'est-à-dire sur les batteries, c'est-à-dire sur le véhicule électrique, sur l'hydrogène. On a de gros développements sur les réservoirs hydrogène. Par exemple, on vient de construire une usine pour Faurecia, une usine de réservoirs d'hydrogène. Ils voulaient être locataires, et là aussi, on a utilisé toute la batterie de nos services. On est à la fois aménageur d'une opération, donc on leur a trouvé un terrain. On a construit l'ensemble immobilier avec la CNPMIE et CEDIA. On a fait une société de promotion et on a livré l'immeuble à une société de portage qu'on a constituée, dans laquelle Faurecia est rentrée d'ailleurs, avec la possibilité de racheter les parts à terme s'ils veulent être seuls propriétaires, mais dans laquelle on a mis PMIE, la SEM patrimoniale du pays de Montbéliard, la Caisse des dépôts et Bâti-Franc. Voilà, donc on trouve des solutions ad hoc à des entreprises qui continuent à se développer. Et on a un territoire qui est vraiment très dynamique sur le pays de Montbéliard. Je crois le taux d'industrialisation doit être de 12% en France, de 18% en Bourgogne-Franche-Comté et de 26 ou 28% sur le pays de Montbéliard. Donc on est vraiment au triple de la tendance nationale et on surfe beaucoup, enfin on travaille beaucoup sur ces développements économiques. Alors donc on a effectivement une meilleure idée de la dynamique de ce territoire, une dominante rurale quand même, oui. Et en même temps une activité industrielle qui se maintient voilà. Fortement. Quand on évoque la sobriété foncière et quand on parle du ZAN, ça fait peur beaucoup à des territoires qui, notamment, sont en dynamique rurale assez importante et qui ont une activité industrielle aussi importante parce qu'on sait que ce sont des activités qui consomment beaucoup de foncier. Donc, comment, à l'annonce de cette loi climat et résilience, à l'annonce de ce ZAN, comment ça a réagi dans le Doubs, d'abord peut-être au niveau des collectivités locales? Alors, honnêtement, il n'y a pas énormément de disparité dans les réactions, de façon assez étonnante d'ailleurs, même si chacun est inquiet. Alors, pourquoi il n'y a pas de disparité? C'est que finalement, l'activité est proportionnelle au dynamisme de chaque territoire. Et donc, le besoin foncier est proportionnel à ce qui est fait antérieurement. Donc, finalement, la loi ZAN, en instituant des droits en référence à l'utilisation antérieure, est pas si mal fait que ça. Et que finalement chacun se sent finalement respecté dans sa capacité à reproduire en moins un système qui préexistait. Une tendance en tout cas qui existait. Une tendance à faire perdurer une tendance à la diminution, mais c'est la diminution pour tout le monde. Donc quelque part, on sent pas de débat très fort rural urbain. Ce débat n'existe pas vraiment, très très objectivement. Il est presque latéral. Voilà. Par contre, la question chez chacun, c'est comment on fait avec moins de foncier. Et là, la deuxième question sur laquelle effectivement les ressources sont pas les mêmes, c'est que on a plus de foncier disponible en reconversion, notamment sur le pays de Montbéliard, qui est industriel avec beaucoup de friches, que sur Besançon. Donc, et c'est là où les disparités font la différence, c'est que le potentiel finalement foncier de développement dans 15 ans. Il est supérieur là où on va trouver des espaces de reconversion. Et très objectivement, à Besançon, c'est un vrai souci, un vrai problème, où sur l'habitat qui finalement est assez dense et qui consomme, sur lequel on peut consommer peu de foncier au développement, on va arriver à trouver des solutions. Par contre, sur les activités économiques, très sincèrement, sur Besançon, la question est très très complexe, alors qu'elle l'est moins sur le pays de Montbéliard. On a encore des solutions, même si certaines industries qui sont très consommatrices de terrain commencent à se voir refuser des
des terrains. Donc, est-ce que ce que vous dites, c'est que on a des territoires comme Montbéliard où il y a du potentiel foncier à mobiliser parce qu'il y a une histoire industrielle et donc des friches, et pour autant, sur ce territoire-là, par exemple en termes d'habitat, de logement, il y a moins de besoins, et inversement, sur le territoire de Besançon, ce serait plutôt l'inverse. Est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, c'est ça. Voilà. On peut le définir comme ça. Mais voilà, la tendance propre de chaque territoire étant la même dans le temps, les terrains qui se libèrent au niveau de l'industrie sont reconvertis en industrie. Il y a peu en fait de changement de destination sur nos territoires. Et les terrains qui se libèrent à Besançon sont plutôt destinés en général sont plutôt destinés à l'habitat. Voilà, même s'il y a peu de friches. Comment vous, en tant que dirigeant de territoire 25, comment vous avez appréhendé cette question du ZAN pour votre propre entreprise? Qu'est-ce que ça a bougé comme réflexion, peut-être, comme organisation? Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Alors la première question, elle est existentielle quand même. Elle est de dire, voilà, quel sera notre carnet de commandes dans 10 ans? Cette question-là, en tant que dirigeant, on est obligé de se la poser. Donc sur quels matériaux on va composer. Et donc la première décision qu'on a prise, c'est d'envisager l'aménagement autrement. Et on est de plus en plus non pas un aménageur, mais un ensemblier. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de concevoir des solutions globales dans lesquelles effectivement on utilise les terrains disponibles, mais comme il y en a de moins en moins, on exerce une fonction beaucoup plus transversale. De telle sorte qu'on est très souvent, alors avec souvent les différentes sociétés dont on dispose, aménageurs, mais aussi possiblement constructeurs, voire porteurs d'immobilier d'entreprise ou gestionnaires immobiliers, voire installateurs d'énergie renouvelable ou fournisseurs d'un réseau de chaleur s'il faut le faire. Voilà. Donc de toute façon, on pilote des solutions globales dans lesquelles très souvent on intervient globalement. Donc on voit bien que l'aménagement est différent, l'aménagement pur tel qu'on le concevait il y a 15 ans est réduit à la portion congrue. Par contre, le fait d'y agréger des compétences et des métiers complémentaires fait qu'on demeure, déjà qu'on garde un chiffre d'affaires suffisant, et puis qu'on reste finalement un opérateur jugé important et compétent pour à la fois pour les collectivités et pour les clients finaux pour qui on travaille. Donc ça veut dire qu'on construit des bâtiments industriels et qu'on les porte. Ça veut dire qu'on fait de la copromotion sur du logement avec des opérateurs, par exemple sur le logement abordable. On n'a pas de solution facile. Faire du logement abordable, y compris à Besançon, on n'a pas beaucoup d'opérateurs. Donc on dit, on ouvre une société et on cherche un opérateur qui viendra à nos côtés pour le faire. Voilà. Donc on est assez fervent de solutions partagées avec des opérateurs, ce qui leur montre d'ailleurs qu'on ne vient pas les remplacer, mais les compléter, de façon à couvrir tout l'ensemble. Donc voilà, le premier changement, il est vraiment sur le métier. Donc une diversification, métier, on va le dire comme ça. Alors par contre, ça implique, en tant que là aussi que patron, ça implique un changement de culture et de compétences à l'intérieur de nos sociétés. Et voilà, il suffit pas de dire on va changer de métier pour être compétent et pour avoir les ressources humaines. Donc on travaille beaucoup sur la formation, sur les recrutements, et puis sur les explications, là aussi, à la fois auprès des élus et auprès des collectivités. En fait, on occupe une place qui est vraiment une place de choix où, comment dirais-je, on offre aux collectivités un dialogue avec les privés et on offre aux privés une entrée auprès des collectivités. Donc voilà, on est dans l'intermédiation et dans la construction de solutions où on trouve une place qui est jamais la même en fonction des cas de figure. On voit bien, notre territoire est disparate, mais à chaque fois on trouve un positionnement qui permet de satisfaire le besoin dans lequel Territoire 25 et les sociétés autour trouvent assez naturellement leur place. Ça c'est nouveau, ça c'est pas quelque chose que vous faisiez il y a 20 ans. Vraiment ce rôle de médiation, de passerelle, de décryptage des enjeux de chacun et d'essayer de trouver une solution ad hoc. C'était pas un rôle. Non, on en discute beaucoup au sein du club Ville Aménagement. CEDIA appartient au club Ville Aménagement, c'est vraiment un club de réflexion sur l'évolution des métiers. Et donc on y retrouve des établissements publics et des grandes sociétés d'économie mixte. Et on voit bien qu'il y a 15 ans, l'aménageur, il achetait des terrains, il faisait des études, il réalisait des travaux et il vendait des terrains. Voilà. On se posait pas la question de l'extension métier.
Et puis c'est la complexité du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on voit bien quand on travaille sur un terrain, alors, déjà il y a des bâtiments dessus, donc on est obligé de savoir ce que représentent les bâtiments, le terrain est pollué, il faut faire une étude de marché, donc on est obligé, enfin l'aménageur qui ne reste qu'aménageur au sens historique du terme, je pense qu'il intéresse plus personne. Est-ce que c'est pareil pour les promoteurs? Oui, mais là aussi on discute avec quelques privés qui ont la même réflexion que nous et on voit bien que les schémas, les matrices, elles se croisent. Et on voit bien que les grands groupes, d'ailleurs, ont très bien compris qu'il fallait à la fois gérer les espaces qu'ils construisent, mais aussi revenir à l'aménagement. Et regarder Nexity, Eiffage, constituer Eiffage Aménagement. C'est de maîtriser toute la chaîne. Exactement. Bien sûr. Ils essayent de maîtriser toute la chaîne. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, alors ça rend le monde plus complexe parce que tout le monde fait tout. C'est plutôt parce que le monde est plus complexe que tout le monde essaye de faire tout. Vous avez raison. Et c'est encore plus complexe. Vous avez raison. C'est plutôt une adaptation au monde que l'inverse. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du club Ville Aménagement et je crois qu'il a développé une méthode ou en tout cas une approche qui est le CIMA, enfin CIMA. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a travaillé là-dessus d'ailleurs avec des collègues, notamment Laurent Girometti. Alors CIMA, ça veut dire c'est comprendre, I c'est inventorier ou identifier, M c'est maîtriser et A c'est aménager. L'idée c'est de décomposer la séquence pour bien travailler sur des fonciers qui deviennent rares. Voilà. Donc c'est comprendre le contexte dans lequel on travaille, comprendre les documents réglementaires sur lesquels on s'appuie, même les anticiper. Parce que c'est la matière sur laquelle on doit composer. Hein. Il ne s'agit pas d'aller contre les règlements d'urbanisme, mais de les utiliser au mieux. Le I, c'est le plus dur. Hein, c'est identifier le gisement qui va être celui sur lequel on va travailler plus tard. Et donc, ça veut dire repérer les friches, repérer les dents creuses, repérer les endroits qui sont pas suffisamment densifiés. Donc là-dessus, on fait pas tout seul. On s'appuie sur les agences d'urbanisme qui sont très compétentes là-dessus. Et nous, ce qu'on offre, c'est une capacité d'ingénierie pour tester justement la capacité de ces gisements à être remis sur le marché. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont soit trop pollués, soit avec une dureté foncière énorme, quelqu'un qui veut pas que ça bouge, soit mal situé, impropre à répondre au marché, voilà. Donc on fait trop l'abstraction aujourd'hui de ce morceau d'ingénierie qui manque, je trouve, à la chaîne et qui qualifie quelque part. C'est une qualification des sites sur lesquels qu'on a repéré. Tout le monde a repéré des sites, mais les qualifier c'est autre chose. Le troisième branche est M comme maîtriser. Alors la maîtrise, elle peut se faire directement par l'aménageur qu'on est si on a un projet. Donc là, on achète, on aménage. Ou par une SEM patrimoniale s'il y a un débouché industriel, par exemple. On achète, on construit, on démolit, on construit et on loue. Ou on réhabilite. Mais elle peut se faire aussi en anticipation, sans avoir de débouché. Et là, on s'appuie beaucoup sur l'établissement public foncier, l'EPF, régional, dont c'est le métier justement, et avec qui on travaille en étroite relation pour à la fois faire la veille ensemble, repérer les sites, leur demander d'intervenir et travailler sur les sorties avant que la commune n'ait l'obligation de le faire réglementairement. Voilà, donc M comme maîtriser, et puis derrière A comme aménager. Et là, notre métier d'aménageur, c'est de gérer au mieux le peu de foncier dont on dispose. Donc d'être sobre, c'est-à-dire de bien utiliser chacune des parcelles, de vérifier que le terrain vendu est le plus petit possible. Si on a une extension qui est prévue, on donne un droit de priorité, on vend pas le terrain tout de suite. Voilà, c'est récupérer les dents creuses sur les sites anciens qui n'ont pas été aménagés. Et puis c'est enfin surélever les bâtiments et notamment avec nos foncières, on cherche à densifier les projets sur les terrains dont on dispose. Comment cette approche-là, vous la mettez en œuvre dans Territoire 25, au niveau des process, etc. Est-ce que vous l'avez intégrée ou pas, ou est-ce qu'aujourd'hui ça reste une approche méthodologique un peu encore externe? Non, justement, on bosse avec les équipes pour l'intégrer. Alors chaque sujet d'ailleurs différemment. Hein, le sujet comprendre, voilà, on a des équipes qui sont en ingénierie sur ces sujets-là, à qui on accorde du temps pour faire la veille. Inventorier, identifier, on a développé une solution d'ingénierie et on fait beaucoup d'études, alors soit directement pour les collectivités, soit pour l'établissement public foncier, voilà, qui vient de lancer une consultation à laquelle on va répondre. On souhaiterait être le ou un des organismes d'appui de l'EPF avant qu'il achète. De toute façon, acheter intelligent, j'oserais dire, c'est-à-dire de savoir quel est le potentiel recelé par le terrain avant qu'il ne l'achète pour l'acheter au bon prix.
Donc voilà, le I, c'est vraiment l'ingénierie. Et là, on a des capacités d'ingénierie en interne, en externe. On a des équipes toutes faites avec des partenaires, urbanistes, paysagistes, avec qui on travaille, économistes, études de marché. Voilà. On a des partenaires référencés avec qui on est capable de travailler très vite sur les sujets. Voilà. Sur la maîtrise, on travaille en collaboration étroite avec l'établissement public foncier. Et puis, on travaille aussi en ayant mis, on a quand même près de 100 millions de fonds propres à travers les sociétés de la grappe dont j'ai parlé. Donc, s'il faut prendre position sur un foncier, on est capable de le faire. On a les moyens pour. C'est une force, oui. Oui, c'est quand même un atout. Chacun n'a pas. Et puis, aménager, là, c'est une culture qu'il faut instiller. Je pense que les collectivités, et notamment les nouveaux élus qui arrivent, notamment la maire de Besançon, nous a beaucoup poussé à accélérer sur aménager autrement. Vous parliez de la relation avec les EPF. Est-ce que le ZAN bouscule un peu cette relation? Est-ce qu'il y a d'autres modes de coopération à trouver ou pas? Avec l'EPF ou avec les globalement? EPF, oui. Oui. Oui, je pense. Enfin, très honnêtement, de façon nationale d'ailleurs, je trouve qu'on collabore pas assez. Enfin, les EPF ne collaborent pas assez avec les EPL et inversement d'ailleurs. Hein. Je cherche pas du tout un responsable. Je pense qu'on pourrait améliorer la. D'ailleurs, il y a eu une table ronde nationale qui a été constituée par les deux fédérations nationales à laquelle on a participé. Voilà, je pense qu'on a beaucoup à gagner, à être plus. Alors c'est vrai que jusque-là on n'en avait pas tellement besoin puisque voilà chacun se débrouillait. Mais on voit bien que l'EPF on en a de plus en plus besoin, qu'il faut des fonds énormes. Le gros avantage de l'EPF c'est qu'il lève quand même une taxe dont on ne dispose pas nous, et donc il est capable d'amortir. Le portage de terrain sur des durées très longues, ce qu'on sait pas faire. Voilà, nous on est bon sur la mise à l'opérationnel, voilà. Alors il y a quand même la complémentarité, la nécessité de. C'est pas la peine de refaire. La présidente du département l'a encore dit aujourd'hui, de refaire un outil qui existe et qui peut fonctionner encore mieux. Les fonciers existants, donc ceux qui sont mobilisables dans le cadre du ZAN, les fonciers existants à recycler. Souvent, ils sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus coûteux, plus pollués, etc. In fine, c'est le bilan d'opération qui peut être impacté. Est-ce que c'est une réalité ou un prisme Non. Et comment vous en sortez? Si c'est le cas, quelle solution vous avez pour un peu retravailler les modèles économiques? Alors, on s'en sort pas toujours, hein, très clairement. Aujourd'hui, on a le fond vert et puis c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, très clairement, si on s'en tire encore, c'est parce qu'on a encore des opérations ouvertes en extension foncière, très clairement. Le jour où on n'aura plus que la restructuration pour nous nourrir, je pense qu'il faudra accélérer le mouvement. Et accélérer le mouvement, alors je pense qu'il y a au moins trois leviers sur lesquels on pourrait jouer. Le levier, je suis d'accord, financier et fiscal. Je pense qu'il faut jouer sur la fiscalité. À un moment donné, si on veut qu'il y ait plus de restructuration que d'extension, il faudra inciter fiscalement à reconvertir plutôt qu'à acheter en extension. Voilà, le fonds vert c'est bien, mais je pense il faut le massifier et le pérenniser. Voilà. Jusqu'où on peut le massifier? Jusqu'où on peut financer Jusqu'à ce qu'on retrouve un équilibre, un modèle économique qui fonctionne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'opérations qui s'arrêtent parce que c'est trop coûteux, parce qu'on n'y arrête pas. Hein, il faut intégrer un foncier qui est plus cher, qu'on doit dépolluer, qu'on doit démolir. Les coûts s'accumulent. Il faut plus de temps parce qu'on est en urbain. Il faut l'acceptation sociale des projets qu'on bâtit. Voilà, donc nécessairement il faut des leviers de compensation. Donc voilà, une réflexion effectivement financière qui est essentielle. Deux, une réflexion sur l'appropriation de ces terrains-là, parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de terrains qui dorment où on peut pas intervenir parce que les gens sont pas vendeurs. Et aujourd'hui, la réglementation nous permet de moins en moins de le faire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on justifie une espèce de DUP foncière pour permettre une préemption ou une acquisition par expropriation plus simple sur les derniers sites dont on pourra disposer pour aménager. Vous avez une idée du montage juridique ? Oui, moi je pense que c'est réglementaire. Hein. Il faut faire évoluer l'expropriation et le droit de préemption. Honnêtement, c'est assez facile. Alors il faut le justifier, il faut dire quand, où, pourquoi. On avait fait quelques propositions dans le cadre du club Ville Aménagement. D'ailleurs, on avait écrit un manifeste il y a 2 ans. Il y avait 45 ou 50 propositions et celle-ci en fait partie. Un document assez intéressant d'ailleurs, sur lequel on a peu communiqué parce qu'on reste un club, mais voilà. Et toujours sur la question foncière, je pense qu'il faut que le service France Domaine change son mode d'évaluation. Aujourd'hui, il se base
par référence à des mutations alentours. Et je pense que ce mode est désuet et que dès lors, il faudra évaluer un terrain à la capacité qu'on a à le reconvertir. Voilà. Et si la valeur est nulle parce que la reconversion est lourde, je pense qu'il faut que le propriétaire accepte de se décharger à valeur beaucoup plus faible. Et si le service France Domaine évaluait plus bas ce genre de bien, et si on avait l'autorité pour l'acquérir, je pense qu'on irait beaucoup plus loin dans la reconversion des sites. Donc ça, je pense qu'on va être obligé d'y aller. Encore une fois, si on n'avait pas la queue de l'extension foncière, il y a très longtemps que les volumes se seraient affaissés et qu'on aurait eu besoin de ce levier-là. Voilà. Et puis le troisième levier, c'est le mode de comptage, le mode d'évaluation de nos opérations. Aujourd'hui, on a un bilan qui est financier en disant voilà, moins 20 millions, donc il faut 20 millions de subventions, participations, etc. Voilà, c'est bien, hein, de toute façon, on va conserver ça, forcément. Sauf que le résultat d'une opération qui est à moins 20, on va pas la faire parce qu'elle coûte cher. Mais non, peut-être qu'il faut la faire parce que sur un bilan extra-comptable, elle aura d'autres intérêts économiques, de valorisation des terres. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse là aussi collectivement à une évaluation extra-comptable de nos opérations d'aménagement. C'est-à-dire faire rentrer d'autres temporalités dans le bilan. D'autres temporalités, puis d'autres indicateurs pour évaluer la pertinence. Bien sûr. Ouais. Parce que ce que vous dites, les coûts à court terme, oui, c'est plus cher, et en même temps le retour sur investissement à long terme. Et ça, par contre, c'est pas intégré dans le bilan aujourd'hui. Donc c'est le titre quand on a construit les centrales nucléaires, on n'a pas compté le coût de leur déconstruction, exactement. Ce qui est délirant. Ouais. Donc oui. Peut-être un mot sur le risque des opérations, enfin en tout cas le risque assurantiel des opérations qui a l'air de poser problème. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, alors c'est assez récent, mais j'ai échangé avec mes collègues et avec les collectivités d'ailleurs. C'est un risque qui est relativement nouveau. Il y a des sites qu'on acquiert et qu'on n'arrive pas à assurer. On a mis, si on parle de l'opération Saint-Jacques là, sur laquelle on intervient, on a mis 4 mois à trouver un assureur. On l'a trouvé à l'étranger, parce qu'aucun assureur français ne nous suivait. Tous les grands qu'on connaît, donc je ne citerai pas les noms. Et très clairement, on a signé un prix prohibitif. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc, alors je pense que c'est lié encore une fois à la rareté du foncier, où on s'aperçoit que finalement, ça devient extrêmement difficile d'assurer les biens. Je sais que les collectivités sont confrontées au même problème. Et je pense que pour le coup, il faudrait que l'État puisse intervenir pour renverser cet état de choses. Alors, d'autant que la sinistralité, alors c'est vrai qu'elle augmente, mais pas nécessairement sur ces biens-là. Ouais. Mais effectivement, c'est encore un levier sur lequel il faut qu'on agisse si on veut pouvoir mettre à l'abri. Parce que imaginez qu'on acquiert des biens qui seront forcément bâtis pour les mettre à l'urbanisation dans 10 ans, dans 20 ans, en réserve foncière. On va pas payer une assurance pendant 30 ans. Ça rend l'équation à nouveau impossible, alors que... Oui. Non, mais tout à fait. De très nombreux chantiers à ouvrir, on le voit. On ne fait que commencer. Le Lausanne, finalement, met le doigt sur tous les chantiers qu'il faut ouvrir pour développer la transition, en fait, enfin, pour déployer la transition. C'est ça. Pour finir, peut-être ça serait intéressant que vous nous donniez un cas ou deux concrets portés par Territoire 25 qui démontrent un petit peu la manière dont vous procédez sur de la sobriété foncière, sur la renaturation dans le cadre des projets que vous portez en concession. Je pense au projet Grette, ou je pense, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, au projet Saint-Jacques-Arsenal. C'est ça. Voilà. Ok, je peux dire 2 mots. Effectivement, c'est 2 projets qui sont effectivement constitutifs de cette nouvelle philosophie. Alors Saint-Jacques-Arsenal, c'est un site délaissé par le CHU à Hôtel-Dieu, 7 hectares en plein centre historique, un site complètement artificialisé, rapiécé d'ailleurs, avec des constructions historiques, qui est certaines du XVIIe et d'autres du XXe sans aucun intérêt. Voilà, avec un usage pas toujours maîtrisé. Voilà, donc on a racheté ce foncier-là et on fait une opération urbaine où il y aura entre 6 et 800 logements, il y aura des activités en pied d'immeuble, un hôtel, une bibliothèque universitaire construite par et municipale d'ailleurs, construite par Grand Besançon Métropole. Enfin voilà, donc un site urbanisé de centre-ville. Et là, l'objectif, alors c'est d'ouvrir ce site qui était complètement fermé, comme tous les hôtels-dieux d'ailleurs, de l'ouvrir sur la ville. Donc une perméabilité de tous les côtés, d'y remettre de l'activité, donc habitat, commerce, des activités qu'on est en train de définir, tiers-lieux, etc. Et troisièmement, de conserver le bâti, bien évidemment existant, qui a de la valeur, et notamment on va conserver à peu près les 2 tiers sur 50 000 mètres carrés, on va en conserver 30 000.
et en reconstruire 25 000 nouveaux. Donc voilà, une opération mixte entre conservation, réhabilitation et construction neuve. Et là-dessus, on va lancer des consultations d'opérateurs, retenir les opérateurs et travailler avec eux justement sur un cahier des charges environnemental, énergétique, etc. À partir d'une composition qu'on aura nous-mêmes prédéterminée, mais qu'on ne finalisera qu'avec eux, de telle façon à faire rencontrer finalement le besoin et l'offre. On va définir à travers cette traversée d'îlots un grand jardin public où justement l'idée c'est de renaturer en profondeur le site. Donc on a un jardin qui va faire 1,5 hectare sur un site de 6 à 7 hectares. Et donc le bilan pour le coup sera positif puisqu'on va redonner à la nature une partie qui ne l'était pas. On travaille avec Terre d'ailleurs. Ils sont sur ce sujet-là. Voilà, donc je pense que ce site est alors qui est une opération qui va coûter un peu d'argent, mais je pense que là aussi, oui, c'est en gros c'est 15 plus 3, c'est 18 millions de participation. Voilà, mais là aussi, alors on s'appuie sur le réseau de chaleur que la ville va constituer. On va constituer 2 poches de stationnement et c'est tout pour les mettre en commun. On va pas laisser chaque opérateur faire du stationnement. On va diminuer à travers une modification du PSMV la quote-part de stationnement nécessaire dans l'opération. Enfin voilà, on est en train de remettre justement moins de circulation, plus de piétons, plus de nature, plus de social. Il y aura pas mal de logements sociaux et abordables. Donc un vrai projet de résilience urbaine, ça c'est sûr. Est-ce que, pour revenir un tout petit peu sur la question du modèle économique, justement un projet de résilience urbaine comme ça, par rapport à un projet classique, c'est une augmentation de coût de combien ? Alors, je pense à peu près 10 millions d'euros, quoi. Sur les 18 millions, on peut dire l'opération a pu se faire avec 10 millions de moins, mais on a dédensifié et puis travaillé autrement. Mais là-dessus, pour le coup, on a eu une oreille extrêmement attentive de la collectivité qui nous a demandé de travailler là-dessus. Et pour qui d'ailleurs, qui nous a dit très clairement, on n'est pas à 2 millions près, on est en train de construire le Besançon de 2050-2030. Oui, il y a un vrai engagement et un portage fort politique, sans quoi ça peut pas se faire. Très clairement. Voilà, et puis alors, donc on est vraiment sur la réactivation d'un site qui est en plein centre-ville et qui était fermé, délaissé. Voilà. Et on peut citer effectivement l'opération de Grette-Brulard qui est assez différente, puisque pour le coup d'ailleurs c'est un tracé qui est pas tout à fait instinctif, qui va depuis une ancienne opération alors qu'on appelait les 408. Et 408 c'était 3 gros bâtiments représentant 408 logements. C'était l'époque des UP, des bâtiments qui ont toujours eu du mal à vivre et qui ont été démolis il y a 3-4 ans dans le cadre d'une opération en rue. Donc c'est là aussi un site qui est complètement imperméable et on en a profité pour aller un peu plus loin et longer des terrains militaires. Et donc on a une enfilade de terrain là aussi qui est à 1 kilomètre de l'hypercentre-ville, hein, mais qui était délaissée, qui avait un caractère difficile, sur lequel on est en train de reconstruire justement une offre de logements qu'on souhaite accessible. Et là, la philosophie de la ville de Besançon, dès le jour où les bâtiments sociaux ont été démolis, ça a été de végétaliser l'ensemble, végétaliser tout le périmètre de l'opération. Alors un coût qui est certain, mais comment dirais-je, une espèce d'inversion de la programmation, c'est-à-dire que c'est la nature qui devient l'infrastructure principale. Exactement. Et les promoteurs vont venir s'intégrer là où ça dérangera le moins la nature, plutôt que de replanter 3 ans après l'installation des immeubles quelques arbres qui viendront en complément. Et je trouve que cette philosophie est assez passionnante. C'est la philosophie du ZAN. C'est vraiment la philosophie du ZAN. En fait. Oui, mais qui n'est pas qu'un vain mot, parce que depuis 2 ans que la nature est là, les espèces s'implantent, et je pense que ça va être assez difficile d'implanter des bâtiments. Plus on tarde, plus ça va être difficile d'implanter des bâtiments. Voilà, donc je pense que cette opération aussi est significative d'un renversement des valeurs. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Pour résumer, c'est un renversement des valeurs, un bouleversement culturel, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais un nouveau paradigme. Évidemment, ces mots sont toujours prononcés et galvaudés, mais là, on y est vraiment. On est dans ce nouveau paradigme. Peut-être un élément aussi dont on a un peu parlé, c'est l'association de la population. Oui. Ça aussi, c'est un nouveau critère honnêtement, avec lequel on composait peu il y a encore peu de temps. Sur Grette, par exemple, on a ouvert une plateforme où les gens habitants, potentiels acquéreurs, et il y en a, viennent enrichir le débat en disant je souhaiterais telle taille de logement, une loggia plutôt qu'un truc, plutôt qu'un balcon, tel
cheminement à travers l'opération, stationner plutôt en silo, mais avec tel usage. Voilà, on les interroge sur les usages. Et l'idée, c'est de venir construire le projet à partir des besoins de la population, et là aussi, non pas à partir d'une offre standardisée d'un promoteur. Donc les promoteurs viendront finalement s'alimenter de la demande de la population. Et la réaction des promoteurs, vous avez déjà pu échanger? Ils sont un peu étonnés au début, oui. Donc on va voir, on est en train justement de réaliser l'interface, l'opération démarre. Mais est-ce qu'ils sont capables, techniquement, opérationnellement, de concevoir? Je pense qu'ils le feront volontiers, là où ça les dérangera pas. Voilà. Après, on va sans doute identifier quelques écueils. Où il y aura un espace de discussion. Après, c'est le jeu aussi, mais non, mais je pense qu'à 80%, oui, les besoins seront satisfaits. Oui. Petite dernière question peut-être sur la question de la compensation, parce que le ZAN, c'est aussi de la compensation, c'est-à-dire qu'à partir de 2030, on va être obligé de compenser véritablement, donc trouver des fonciers à renaturer. Est-ce que vous êtes organisé au niveau de la SPL Territoire 25 pour ça? Non, honnêtement, là-dessus, on a laissé ça un peu de côté aujourd'hui. On a peu d'espace de compensation. On en a utilisé quelques-uns là, sur l'opération de la ZAC TGV, mais on n'avait pas de gros besoins et on a compensé assez loin pour ne rien vous cacher. Donc honnêtement, on n'est pas organisé là-dessus. Il faudra sans doute le faire. Alors, sachant que la compensation, ça sera un espace intermédiaire. Je pense que assez rapidement, on n'aura même plus le droit de compenser. Je pense qu'il faudra être à zéro. Voilà. Donc la compensation étant une tolérance. Alors oui, sans doute faudra-t-il bosser là-dessus, mais la compensation, sera toujours possible si dans le solde global vous êtes à zéro. C'est-à-dire entre le flux et ça sera toujours possible. Oui. Mais du coup, ça implique effectivement d'avoir des fonciers à renaturer. Oui, et puis c'est quand même rejeté ailleurs. Alors effectivement, il peut y avoir un intérêt général à déporter. Je suis d'accord. Enfin, très honnêtement, on n'est pas très à jour sur ce sujet-là. Peut-être faut-il le piocher dedans, sans doute. Écoutez, merci beaucoup. On va arriver sur l'année 2024. Peut-être, quelle est votre priorité, votre feuille de route 2024 au niveau de Territoire 25 ? Honnêtement, on n'est pas inquiet sur le carnet de commandes. Vous l'avez vu, on a quand même beaucoup de... Non, notre sujet, ça va être de bien faire les choses. Et on voit que les changements culturels, ils sont profonds. Et 2, ça va être de recruter. Parce qu'on a 3-4 recrutements en cours, on a du mal, très honnêtement. Alors, l'année 2023 a été compliquée là-dessus. Peut-être que les choses sont un peu en train de s'arranger. Là, on a quelques candidatures qui arrivent. Voilà, donc bien recruter, former le personnel et bien répondre être en proximité des collectivités. On a quand même une difficulté sur nos territoires. On n'est pas adossé à une métropole. On a 50 cas de figure différents. Donc il faut à chaque fois adapter une réponse et trouver une économie de fonctionnement dans un schéma comme ça, un peu polymorphe, c'est un peu compliqué. C'est une adaptation de tous les instants. Donc l'équilibre économique reste quand même... Voilà, c'est ça, faut s'adapter en permanence. Merci beaucoup, Monsieur Bléton, pour cette interview vraiment passionnante. J'espère. C'est un métier passionnant. Oui, ça se sent. Je ne changerai pas de métier. Ça se sent que vous êtes passionné. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.